Donc Viviane Weyer est professeure à l'Université de Lorraine, comme vous l'avez vu. Donc je vais lui céder la parole tout de suite. Elle va se représenter. Donc je retire. Voilà, ça y est, on a ton partage. Tu mets en grand écran et tu peux démarrer, ma foi. Mais voilà, pour nous, Voilà, c'est bon. c'est bon, ouais, c'est bon. Alors, désolée pour ce petit contretemps. Donc, je fais moi-même partie donc, de l'association des shifters de Nancy et j'enseigne à l'Université de Lorraine dans une formation qui s'appelle Outils et culture numérique et dans laquelle les étudiants apprennent à utiliser les outils, mais aussi à mieux comprendre l'écosystème numérique dans lequel ils baignent et dans lequel nous baignons. Donc, une compréhension technique, mais aussi sociétale, éthique, juridique. Et donc, je voulais préciser que cette conférence, elle est organisée par les shifters. Moi, j'enseigne à l'Université de Lorraine, mais je parle ce soir en mon nom propre pour partager avec vous 2 ans et demi de recherche à peu près et d'exploration donc sur le sujet des liens entre le numérique et l'écologie. Voilà. Donc, Paul l'a déjà évoqué tout à l'heure, hein, d'où parlons-nous aujourd'hui? Donc, d'une planète dont la température moyenne a déjà augmenté de 1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Nous avons des scénarios climatiques publiés par le GIEC qui prévoient un réchauffement pouvant aller jusqu'à 5 degrés si rien n'est fait pour décarboner les activités humaines. Et un scénario limitant le réchauffement à 2 degrés pour 2100 si on fait quelque chose pour décarboner les activités humaines. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire que pour la France, hein, faire quelque chose, c'est quoi? C'est diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Donc, c'est bien le ministère de la Transition écologique et dans sa présentation de la nouvelle version de la stratégie nationale bas carbone qui le dit. Il s'agit bien donc de ce qu'on appelle le facteur 6, donc d'une division par 6 des émissions de gaz à effet de serre pour la France. Et donc, l'idée du Shift Project, des activités des shifters et de cette conférence aujourd'hui, eh bien, c'est de se demander en quoi, en l'occurrence aujourd'hui, le secteur du numérique peut-il contribuer, comment agir sur lui, en fait, pour réaliser cette performance de la division des émissions par 6. Et donc, l'idée de la conférence, c'est que on va voir hein, que le secteur du numérique, c'est un bon gros mammouth. Et l'idée, c'est de bien connaître son anatomie, dans quelle mesure son gigantisme n'est pas compatible avec un système planétaire fini. Et si on veut le voir maigrir, eh ben, il faut savoir pourquoi et comment il grossit et grâce à quoi. Et c'est avec ces éléments donc, qu'on pourra se demander qu'est-ce qu'on fait de ce gros mammouth pour diviser ses émissions à lui par 6. Mes sources pour cet exposé, donc mes sources principales, donc c'est les rapports successifs du Shift Project à propos de la sobriété numérique que vous pouvez retrouver sur le site dans la catégorie Lean ICT. Je m'appuie aussi sur les publications d'un groupe de services du CNRS qui s'appelle ecoinfo.cnrs.fr, donc qui travaille notamment sur l'analyse du cycle de vie des machines, sur le recyclage, sur la consommation énergétique des data centers. Et tout au long de la préparation de cette conférence, j'ai lu le livre de Fabrice Flippo, qui fait partie du réseau Ecoinfo, qui s'appelle « L'impératif de la sobriété numérique et l'enjeu des modes de vie ». Donc Fabrice Flippo, il est professeur à l'Institut Mines Télécom Paris et il est philosophe des sciences et des techniques, une branche de la philosophie sociale. Et donc, je me suis appuyée sur son ouvrage pour mettre en perspective sociétale, justement, à l'approche du shift qui est plus, disons, ingénieriale. J'ai piqué quelques illustrations à la fresque du climat, celle que vous venez de voir, les 2 degrés, les scénarios du GIEC, et à la fresque du numérique, si vous connaissez la fresque du climat, la fresque numérique, c'est une cousine de la fresque du climat qui permet de comprendre les enjeux que je vais présenter aujourd'hui, mais sous la forme d'un atelier
d'intelligence collective. Alors, afin donc de commencer à faire connaissance avec le mammouth, on va commencer donc par se demander, quand on parle du numérique, de quoi parle-t-on? C'est vrai que le numérique, c'est vraiment devenu un mot valise qui n'est pas très bien défini. Et d'ailleurs, je ne prétends pas donner une définition gravée dans le marbre et parfaite, mais plutôt un point de départ pour démarrer l'exposé. Alors, qu'est-ce que c'est que le numérique? Ce sont donc des ingrédients physiques, des machines qui sont connectées entre elles via différentes technologies. Donc ça, c'est la couche physique, matérielle du numérique. Et les usages qui utilisent ces réseaux, qui investissent ces réseaux pour exister parmi donc, la population et dans la société. Alors, donc on pourrait avancer un petit peu donc, dans la description de ce qu'est le numérique avec donc ce tableau. À gauche, on a donc les réseaux qui acheminent un signal numérique. On parle bien d'informations véhiculées par un signal numérique. Cette information, elle circule entre des machines par différents réseaux de différentes natures. Le réseau filaire, donc les fils de cuivre, les fibres optiques, et les réseaux mobiles dans ces différentes générations. Et puis, donc, on a les machines qui sont connectées par ces réseaux. Et puis, à droite, on a une typologie des services rendus avec ce signal numérique. Donc, le web, les sites web, les plateformes telles que les réseaux sociaux, etc. La messagerie instantanée, la télévision numérique qui fait partie de l'écosystème numérique, le jeu multijoueur, le cloud, et puis tout le côté téléphonie. Donc la voix est véhiculée sous la forme d'une information numérique, les messages textes et la visiophonie maintenant. Donc si on part 20 ans en arrière, on peut se souvenir d'une époque où l'Internet existe déjà, mais où on a quand même encore 3 secteurs bien distincts. On a donc les télécommunications d'un côté, l'audiovisuel, les médias d'un autre côté, et puis ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies, c'est-à-dire ce qu'on pouvait déjà faire avec Internet, la messagerie, la consultation du web, etc. Avec déjà donc des intersections, mais aujourd'hui, ces activités sont de fait englobées. Ces distinctions ne sont plus nettes du tout parce que ces 3 grandes activités sont englobées entièrement dans le numérique. Et cette superposition, donc cette fusion de ces 3 activités sociales, elles sont dues notamment à la popularisation du web à partir des années 2000 et puis à l'usage du smartphone. Et aujourd'hui, on peut faire tout ça à partir d'un ordinateur, sur un smartphone et sur le réseau Internet. Alors, cette information donc, qui circule et qui nous arrive instantanément en un clic, on serait tenté de penser qu'elle n'émet aucune pollution, qu'elle n'a aucun impact, mais bien sûr, il n'en est rien, on ne serait pas là aujourd'hui sinon, puisque le réseau de machines est bien constitué de matière et que la circulation de l'information, elle nécessite de l'énergie et surtout les calculs opérés par les machines pour traiter, pour afficher, pour diffuser les informations donc, qui circulent sur le réseau. Alors, cette couche matérielle du numérique, lorsque on s'emploie à peser l'empreinte écologique du numérique, on distingue 3 catégories de matériel. Donc, les terminaux, c'est ce que l'on a entre les mains, donc les ordinateurs, smartphones, tablettes, etc. Les infrastructures de réseau, donc les câbles, les antennes, mais aussi quelques machines qui jalonnent le parcours des données, les routeurs, les serveurs. Et enfin, les infrastructures de stockage et de traitement, typiquement donc les data centers. Alors, je vais rapidement
expliquer un peu le fonctionnement d'Internet pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas du tout au point là-dessus et pour qui ce serait quelque chose d'un peu magique et de complètement inconnu. Et pour cause, c'est une technologie qui est très invisibilisée. Et c'est aussi l'objet de cette conférence que de faire voir toute la matérialité de ce fonctionnement connecté. Donc, on voit en haut à gauche donc, de l'écran. Est-ce que vous voyez ma souris quand je bouge comme ça? Ou comme ça? Vous voyez ma souris ou pas? Oui, on la voit, oui, oui, on la voit. Là maintenant? Oui, oui. D'accord. Donc, nous avons donc face à nous les terminaux, ordinateurs, smartphones, etc. Le signal numérique donc, sort de chez nous via notre box. Et il arrive à un premier niveau, donc un premier serveur, c'est des serveurs proxy chez notre fournisseur d'accès, donc Bouygues, Free, Orange, etc. Et puis, il parcourt donc le réseau Internet, donc les câbles ou le réseau donc, par onde, les réseaux mobiles. Et il passe donc quelques machines, des serveurs et des routeurs sur son chemin. Et il rejoint, enfin en tout cas, il atterrit, on va dire, dans des serveurs qui rendent des services différents, donc des serveurs de messagerie, des serveurs web, des bases de données, etc. Donc, un signal, par exemple une requête pour chercher une page web, c'est ma requête qui va partir de mon ordinateur, qui va parcourir tout ce chemin-là, qui va aller chercher l'information sur le serveur et l'information, la page web par exemple, va reparcourir le chemin en sens inverse pour simplifier. Donc, quelques images maintenant pour illustrer cette matérialité donc, du numérique et du réseau. Donc, les terminaux, je l'ai dit, c'est ce que voit l'utilisateur et l'utilisatrice qu'il a entre les mains. Alors, quelques illustrations pour se représenter le réseau. Ici, on voit par exemple un bateau câblier qui installe un câble sous-marin. Donc, ce bateau va amener ce câble avec les bouées, le déposer au fond de la mer et rejoindre une côte en face. Ici, on voit le maillage des câbles sous-marins dans le monde. Ici, je vous ai mis une petite image d'un câble sous-marin où on voit ces différentes couches. Ici, on voit un camion câblier qui installe un câble au bord de la route. Et puis, une illustration donc, pour les antennes relais que l'on connaît bien et qui ponctuent notre paysage. Illustration maintenant donc, pour les data centers. Donc, voilà à quoi ressemble une ferme de serveurs en bon français. Ce sont donc des piles d'ordinateurs sans écran, on va dire. Un serveur, c'est un ordinateur sans écran qui rend des services. Et donc, je rappelle, qui sert à stocker et à traiter les données. Voici la répartition des data centers dans le monde. Et donc, pour résumer cette première partie, il faut se souvenir que quand moi je suis connectée sur mon smartphone, sur mon ordinateur, en réalité, donc, j'occupe la partie émergée d'un iceberg qui comporte d'autres couches. Donc, la couche du milieu, la couche des infrastructures de réseau et la couche du bas, le stockage et le calcul des données. Un nouveau venu depuis quelques années, un nouveau type de terminaux arrive dans le paysage depuis quelques années. Ce sont donc les objets connectés. Les objets connectés, c'est une nouvelle occupation du réseau depuis d'autres terminaux, en fait. Alors, j'exagère un petit peu puisque donc, on a des prises connectées, des hochets connectés, des doudous connectés, arrosage, balance, thermostat, chaussures, t-shirt, montre, voiture connectée. Alors, c'est pas non plus, on ne peut pas considérer que tout l'objet est un terminal, mais il comporte un module qui va être capable de recevoir des commandes, de recevoir un signal numérique pour commander, de faire des choses. Et aussi, ce module est capable donc, de transmettre des informations
qui vont passer par le réseau. Alors, étant donné que c'est une technologie, une famille d'usages qui est émergente et qui est particulièrement explosive et donc préoccupante de par son empreinte écologique, je vais faire un petit focus quand même pour que vous vous représentiez comment ça fonctionne un objet connecté. Donc là, je suis donc dans le cas où je veux allumer une ampoule Philips connectée. Donc, je parle à mon enceinte Google Home et donc je lui dis « allume l'ampoule ». Ce signal donc de ma voix, mon ordre vocal, va passer par ma box Internet et va passer par le réseau Internet que je vous ai montré tout à l'heure pour rejoindre, dans un premier temps, un serveur de reconnaissance vocale Google qui va associer ce message vocal à une chaîne de caractères que le serveur suivant, le serveur Philips Google, hébergé chez Google, va recevoir. Alors, j'ai oublié de vous dire que le jeu dans cette diapo est de compter le nombre de machines pour allumer l'ampoule et aussi, au passage, de voir par combien d'acteurs différents mon petit message vocal va passer. Donc, depuis serveur vocal de reconnaissance vocale Google, le message va passer chez le serveur Philips, mais hébergé par Google. Il repasse par Internet, par ma box. Il arrive à une petite passerelle qui est capable de dialoguer avec mon ampoule, parce que mon ampoule, toute connectée qu'elle est, elle a quand même besoin d'une petite passerelle pour communiquer avec le réseau. Et donc là, l'ordre de s'allumer arrive. Et cette ampoule, elle est aussi capable, même si on ne voit pas sur ce schéma-là, d'envoyer des informations donc, au serveur X sur j'ai été allumé de telle heure à telle heure, voilà comment je fonctionne, j'ai été allumé tant de temps, etc. Alors, j'ai un petit peu exagéré dans mon cas d'usage parce que avec l'enceinte Google, effectivement, on passe par les serveurs Google, mais voilà, si on passe par le Wi-Fi, on passe quand même par quelques machines hein, de façon à faire que cet objet dialogue avec des serveurs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Voilà, l'Internet des objets, IoT, Internet of Things. Et puis, autre secteur émergent, autre famille de machines qui vont se connecter au réseau, c'est l'Internet industriel des objets. Donc, comme le suggèrent ici ces icônes, il s'agit donc d'un usage industriel qui consiste à placer de la même façon des capteurs de commande et des émetteurs de données en différents points donc, de la chaîne de production de façon à l'optimiser, à la monitorer, à commander des engins à distance, mais aussi à des fins de traçabilité d'un produit dont on va pouvoir suivre la trace depuis la production des matières jusqu'à l'utilisateur final et même la maintenance, etc. Donc, c'est l'idée de l'Internet industriel des objets. On a un peu la même idée que dans les smart cities, c'est-à-dire doter les objets de modules communicants pour mieux piloter un fonctionnement général. Voilà, donc le numérique, hein, donc quand on souhaite mesurer son impact, on prend en compte la couche matérielle et technique et les usages qu'on en fait, les usages que nous connaissons tous, mais aussi ces usages émergents que je viens de présenter. Alors, on va maintenant parler donc, de l'empreinte environnementale du numérique. Quelle est la contribution, enfin c'est un mot malheureux, du secteur du numérique aux émissions de gaz à effet de serre, aux pollutions et aux altérations donc, de notre système planétaire. Alors pour l'instant, je ne vais pas parler chiffres et proportions, je vais parler de la nature de ces empreintes.
Alors, j'ai donc mon iceberg de tout à l'heure. Donc déjà, je vais parler de ce qui peut-être semble le plus évident et ce à quoi on pense tout de suite, c'est la consommation électrique de toutes ces machines. Donc, il y a d'abord la consommation électrique directe. Alors, celle que l'on voit puisqu'on a notre appareil branché dans les mains ou qu'on l'a chargé toute la nuit. Donc, on connaît cette électricité-là. Mais on a aussi l'électricité des data centers, bien sûr, qui servent à faire tourner des machines pour calculer en permanence à propos donc, des données reçues, donc des calculs s'opèrent en permanence sur ces données. Comme vous le savez sans doute, c'est le refroidissement des data centers qui est un poste important qui nécessite de l'électricité. Et puis, donc, on a l'électricité de l'infrastructure réseau. Donc, ces machines-là, qu'elles soient visibles ou invisibles, on a donc leur consommation électrique directe. Mais on a aussi l'énergie pour la fabrication de chaque ingrédient, donc de chaque machine et de chacun de ces ingrédients, chacun de ces composants. Donc on voit ici par exemple une usine d'ordinateurs portables qui ne fait qu'assembler des composants qu'elle a reçus par ailleurs, et on peut du coup inférer, deviner l'énergie qu'il faut pour faire fonctionner cette usine, qui n'est qu'une seule usine, d'une seule marque d'ordinateur portable, d'un seul modèle, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. C'est la quantité d'énergie consommée lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un produit. Et on prend en compte l'extraction, la production, la fabrication et le transport de ce matériau, de cette machine. Alors, je viens de parler donc de la prise en compte de l'extraction, de la production des matériaux, avant même de fabriquer des composants ou une machine. En l'occurrence, il faut savoir que dans un ordinateur portable, on le voit dans le camembert en bas à gauche, il y a 8 matériaux principaux, du fer, de l'étain, du cuivre, etc., du plastique bien sûr. Et en haut du camembert, on a une petite portion de matériaux en très faible quantité. Et ce sont donc 26 matériaux différents en très faible quantité qu'on va trouver dans cette petite portion et qui est représentée en grand à droite. Donc au total, 34 matériaux différents pour fabriquer un ordinateur portable. Alors, donc, il faut donc de l'énergie déjà pour extraire et produire ces matériaux. Donc, les extraire, alors je vais m'arrêter là-dessus, sur l'extraction. Donc, le souci avec l'extraction minérale, c'est qu'aujourd'hui, les gisements des minéraux ont un taux très faible de matière. J'ai entendu qu'à une certaine époque, un gisement de minerai de fer, par exemple, pouvait comporter jusqu'à 30% de matière par unité de terre prélevée. Aujourd'hui, par exemple, un gisement de cuivre, c'est 0,5%. Alors, peut-être que vous pensez tout de suite raréfaction des matières, c'est vrai, mais l'enjeu en réalité, il n'est pas dans le fait qu'on risque de manquer. Alors, il y a un enjeu sur la criticité des matériaux, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Là, je vais me cantonner à l'enjeu énergétique. En effet, plus il faut retourner de terre pour trouver un tout petit peu de minerai, et plus cela demande de l'énergie. Donc, on a bien un enjeu énergétique sur l'extraction. Et ensuite, on a un enjeu énergétique sur la production. J'ai reproduit ici le cycle de production de l'or depuis la mine jusqu'au matériau fini. Et on voit toutes les opérations mécaniques et chimiques nécessaires pour produire de l'or. Donc, autrement dit, une fois qu'on a extrait le minerai, on n'est pas rendu. Et donc, il y a
un processus pour fabriquer la matière première, l'or, et ensuite seulement avec ça, on va fabriquer des composants. Donc, on a l'énergie grise pour l'extraction et la production à prendre en compte. Et puis, on a une énergie pour le transport, qui est peut-être plus connue, hein, puisqu'on sait que, par exemple, un iPhone fait 20 fois le tour de la Terre si on prend en compte tous les transports de matériaux, de composants qui s'opèrent avant qu'il arrive dans le magasin. Donc, avant même de brancher mon smartphone, mon ordinateur, mon appareil numérique, il embarque une quantité d'énergie grise qu'il faut prendre en compte dès lors qu'on parle sérieusement de l'empreinte écologique d'un appareil numérique, mais de n'importe quel appareil. On a parlé d'énergie, donc maintenant, deuxième impact, qui est évidemment corrélé, le volume de terre déplacé. Donc là, on n'est plus dans la problématique énergétique, mais dans la problématique donc, de destruction d'écosystèmes, de destruction d'écosystèmes naturels ou de terres agricoles. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des matériaux pour un ordinateur portable. Pour un smartphone, il faut 70 matériaux différents. Et pour seulement 6 de ces matériaux, il faut déplacer 40 fois le volume du smartphone en terre déplacée. Donc, le volume de terre déplacée, c'est un autre enjeu de l'empreinte écologique des machines du numérique. On a aussi donc, les pollutions locales. Donc, je dis locales par opposition pour ne pas les confondre avec les émissions de gaz à effet de serre qui sont globales. Pollution des sols, de l'eau, de l'air, pollution avec produits chimiques, les poussières nocives, les particules fines. Et comment, donc, dans les mines à ciel ouvert, les eaux usées, les fumées d'usines. Et où ça? Eh bien, pas chez nous. C'est-à-dire que ces impacts sont invisibilisés pour nous, puisque ces mines sont plutôt situées en Amérique du Sud, on va le voir tout de suite d'ailleurs, ou en Afrique ou en Chine. Ce qui pose d'ailleurs le problème de la nature de leur énergie, de l'énergie utilisée pour l'extraction, je n'ai pas dit tout à l'heure, donc des pays qui ont un mix énergétique carboné, qui utilisent plus les énergies fossiles que nous, par exemple. Autre type d'impact, c'est le besoin en eau douce, donc pour les mines, pour le refroidissement, pour fabriquer les matières premières, ou ça, encore une fois, pas chez nous. Et je vous ai mis ici donc une carte des conflits miniers en Amérique latine, uniquement liés à l'eau, uniquement donc liés à des conflits d'usage sur l'eau. Donc on peut voir que rien qu'au Chili, on recensait donc à l'époque où j'ai fait la capture, c'est-à-dire il y a un an, 38 conflits miniers liés à l'usage de l'eau, au Mexique 26. Et puis, autre impact, donc également en rapport avec les conflits, c'est l'idée qu'un besoin en métal, par exemple pour un usage numérique, va avoir des conséquences humaines, peut avoir des conséquences humaines désastreuses parce que une demande forte dans un type de métal à un moment donné provoque une hausse du cours de ce métal. Et donc, c'est une manne financière pour des milices qui s'installent s'installent dans les zones minières. Cela finance des conflits. Et par exemple, au Congo, on déplore un grand nombre de morts depuis la fin des années 90, notamment autour des mines de coltan. Si vous voulez vous intéresser à ça, vous pouvez rechercher donc plus de détails par rapport à ça. Donc l'empreinte n'est pas uniquement écologique, bien qu'elle l'est aussi dans ces mines-là, mais également humaine. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on se représente l'empreinte écologique du numérique, c'est l'énergie directe, celle que l'on voit dans notre iceberg de tout à l'heure, la partie émergée, la partie immergée, et aussi ce qu'ils appellent dans la fresque du numérique, j'ai bien aimé l'image, un sac à dos écologique, énergétique et humain.
qui est donc accroché à chaque machine, que chaque machine trimballe, embarque avec donc l'énergie grise, le volume de terre déplacé, l'eau douce qui est nécessitée et les toxiques qui sont dispersés. Alors, maintenant, j'arrive aux chiffres. Donc, pour mesurer cette empreinte. Alors, la part donc, du numérique dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre, on l'estime aujourd'hui à 3,5%. 3,5%, c'est l'équivalent des voyages en avion, donc de l'aviation civile dans le monde. On estime surtout que ces émissions ont augmenté depuis 2015 de plus 5,5% par an et qu'en 2025, donc cette part pourra s'élever à 5,5 voire 7% si on ne met pas en place des scénarios de sobriété dont on va parler ensemble. Du point de vue de la distribution de l'empreinte carbone du numérique par poste en 2019, donc voilà comment ça se répartit. En orange, on a la partie production, donc la partie grise, le sac à dos, et en bleu, on a la partie utilisation. Donc on voit un gros poste sur les terminaux des utilisateurs, ce qui est assez logique puisqu'il y en a énormément. Et donc, que ce soit côté production ou côté utilisation, il est assez naturel que la part des émissions, donc l'empreinte carbone, porte beaucoup sur les terminaux. Donc, voilà pour les parts dans les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on va faire une petite parenthèse pour se demander, donc face à ce constat d'empreinte écologique, comment le secteur du numérique lui-même répond-il à ces alertes environnementales qui commencent à émerger quand même pas mal. Alors, voici la façon dont le secteur lui-même répond, ces propositions. Donc, il y a deux familles de réponses. Il y a le Green IT, c'est-à-dire le fait de verdir le numérique, son fonctionnement, les ingrédients du secteur du numérique, grâce à l'efficacité énergétique, la miniaturisation, l'efficacité énergétique des data centers, le recyclage et l'utilisation de la matière recyclée, l'utilisation des énergies renouvelables chez certains acteurs, donc notamment Google, qui prétend, qui dit que ces data centers fonctionnent exclusivement avec des énergies renouvelables, et la compensation carbone. Donc ça, c'est le Green IT, verdir le fonctionnement du numérique. Et l'IT for Green, c'est l'argument du secteur du numérique, c'est nous permettons aux autres secteurs de se verdir. Donc via les énergies renouvelables, le smart, donc les smart cities, les objets connectés dans les maisons, etc., les robots qui trient les déchets. Donc on va garder cette réponse du secteur en tête, on y reviendra plus tard. Mais juste un point sur le recyclage pour que vous sachiez donc, que le recyclage, ce n'est pas la panacée, ni pour le numérique, ni pour le reste d'ailleurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les appareils électroniques donc, sont collectés, mais seulement partiellement. Donc, recyclable ne veut pas dire ne veut pas dire collecté. Et une fois qu'ils sont collectés, ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont être entièrement recyclés. Donc, on estime que 20% seulement des appareils électroniques sont collectés pour recyclage. Et sur ces 20%, par exemple, pour un smartphone, seulement 20% pourra être recyclé. Le reste, soit passe dans des filières de recyclage sauvage, soit devient de la matière non valorisable et passe à l'incinération ou à l'enfouissement. Alors, donc on a vu l'empreinte écologique, les réponses du secteur. On va voir maintenant les trajectoires, donc ce qui s'annonce
sur cette empreinte, comment s'annonce, quelles sont les perspectives du point de vue de ces empreintes telles qu'elles sont donc évaluées dans le dernier rapport du Shift Project. Alors, sur la part du numérique dans la consommation totale d'énergie, on a ici, avec les petits ronds, donc, des scénarios. Alors, je ne vais peut-être pas insister sur la signification des scénarios, mais certains prennent en compte le fait que le secteur s'améliore d'un point de vue énergétique, améliore son efficacité énergétique. D'autres estiment qu'il ne va pas s'améliorer éternellement. Et le scénario violet, c'est celui si on met la sobriété en place. Donc, ça, c'est l'énergie. Là, c'est l'énergie primaire, donc la consommation d'énergie primaire dans le monde. Donc, pareil, avec différents scénarios. Et là, c'est l'évolution de la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, on voit toujours des courbes ascendantes, sauf pour le scénario de sobriété. Voyons maintenant, si on continue donc dans les courbes, l'évolution des usages qui est prévue. Donc là, c'est Cisco qui prévoit ça, donc un équipementier du numérique. Et ce qui est intéressant de regarder donc dans cette évolution, c'est non seulement la forme de la courbe, bien sûr, mais aussi les parts. Et donc, on voit qu'en bleu et en vert, il s'agit de la vidéo. Et ce que vous pouvez garder en tête, donc c'est cette part, cette gourmandise donc cette part de la vidéo dans les usages par rapport à des usages plus limités que sont le web ou le jeu, mais qui est quand même en train d'émerger. Ici, on a l'évolution des parcs d'équipements connectés dans le monde, avec donc astronomique, avec la grosse vague verte au milieu, c'est les fameux objets connectés. Donc, on voit bien donc, à travers toutes ces courbes que que même si le secteur s'améliore d'un point de vue efficacité énergétique, donc sur les différentes couches de l'iceberg, les appareils consomment moins, les data centers consomment moins, les réseaux consomment moins, mais dans la mesure où il y a une explosion des usages tels que je viens de les montrer ici, on voit bien donc que on aura beau améliorer l'efficacité énergétique, les usages explosent, donc ce n'est pas significatif sur les diminutions de l'empreinte. Alors, on serait tenté de se dire, c'est la faute à l'utilisateur final qui gâche tout parce qu'il consomme de plus en plus de vidéos et puis il s'achète des gadgets et du coup, tous les efforts du secteur pour s'améliorer sont mis à mal. Alors, c'est là que va intervenir l'idée de la sobriété, c'est l'idée que collectivement, on doit limiter notre consommation du réseau, nos achats d'équipements numériques, parce que sinon, c'est mathématique, la consommation énergétique augmente, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, mais simplement, il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à, il suffit que, ce n'est pas si simple, parce que pour que la sobriété advienne, il faut comprendre en fait d'où provient cet usage. Il faut comprendre d'où vient la fabrique de l'usage, comprendre le fonctionnement du secteur du numérique en particulier et comprendre donc l'origine de ces tendances inflationnistes. Et on va voir qu'elles n'émanent pas ou peu d'un laisser-aller des utilisateurs, des consommateurs. Dernière petite courbe pour la route, c'est l'explosion du mobile. Donc, on voit le mobile en orange clair, alors que la consommation réseau de l'Internet fixe a tendance à décroître. Mais le mobile fait que la courbe totale remonte. Alors, on va donc ensemble explorer la façon dont l'usage, cet usage inflationniste, se construit
Et pour ça, donc, on va convoquer un concept que Fabrice Clipot, donc, qui est au centre de l'ouvrage de Fabrice Clipot, qui est celui des modes de vie. Alors, première mécanique que je voudrais voir avec vous sur la construction donc, de cet usage, c'est un effet d'emballement technologique. On va regarder d'abord la partie du schéma qui est encadrée en bleu. Donc, l'idée, elle est toute simple, c'est que à droite, donc, on voit les usages, donc la voix, les SMS, les MMS, les vidéos HD, les vidéos 4K. Donc, parenthèse, la 4K, c'est la génération qui vient après la HD, donc une vidéo de meilleure qualité. Donc, ça, c'est les usages. Un effet d'usage fait que la nécessité de réseau augmente, la quantité de bandes passantes augmente. Et donc, on a besoin de nouvelles infrastructures. On est obligé de passer du réseau cuivré à la fibre, de la 2G à la 3G, à la 4G, à la 5G, etc. Mais le fait que ces infrastructures augmentent, s'améliorent, provoque un effet d'offre, des nouvelles capacités qui permettent de nouveaux usages, et donc on a un cercle vicieux. Ce que moi je rajoute à ce schéma issu d'un des rapports du Shift Project, c'est que cet intrant des usages des utilisateurs, il émane aussi d'un effet d'offre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'utilisateur qui va créer les différentes générations de qualité vidéo. La vidéo 4K, la vidéo 8K, elle arrive de la part d'acteurs du secteur du numérique, de la même façon que tous les dispositifs smart, les objets connectés, la vidéosurveillance des domiciles, les dispositifs smart pour les villes, pour les bâtiments, la vidéosurveillance des communes, ça c'est bien des acteurs marchands qui proposent, qui offrent ces usages. Et ces usages-là provoquent aussi, puisque le schéma de base parle surtout des besoins d'infrastructure, mais provoque aussi l'achat d'équipements compatibles. Donc des smartphones compatibles 4K, des box, des téléviseurs, des écrans qui sont donc compatibles avec ces nouvelles technologies. Et la 5G aussi provoque la nécessité d'acheter donc des équipements compatibles. Donc, on a un effet d'emballement technologique entre les disponibilités du réseau, les usages et les technologies qui vont avec. Alors, il faut bien faire attention de ne pas faire de contresens par rapport à ça. La 5G, c'est bien une génération, donc c'est effectivement une nouvelle génération de réseaux mobiles qui a des caractéristiques technologiques différentes de la 4G, mais il ne faut pas croire qu'elle est arrivée dans le paysage parce que c'était une technologie en rupture avec la précédente, parce que c'est une meilleure technologie. Elle est arrivée dans le paysage à cause de l'inflation des usages préalables, c'est-à-dire que ce sont les services du numérique, les acteurs du numérique qui proposent tous ces services, qui ont eu besoin d'un réseau supplémentaire pour ces usages. Voilà. Donc, c'est bien l'usage qui a provoqué la nécessité donc, de l'arrivée de la 5G. Voilà. Alors, là, j'ai mis comme titre de la diapo donc, effet d'emballement technologique. J'aurais pu mettre des dynamiques finalement banales de marché en expansion qui appellent des nouvelles infrastructures, qui provoquent plus de trafic de données et plus d'achat d'équipements. C'est-à-dire qu'on a là une logique finalement d'offre et de réponse du réseau. Donc, on voit là déjà, dans ce schéma, qu'on peut questionner la responsabilité du consommateur dans cette histoire-là. Mais bon, on peut quand même dire que l'utilisateur n'a qu'à pas
adopter la vidéo 4K et n'a qu'à pas s'acheter un nouveau smartphone 5G et s'acheter des gadgets connectés. Mais on va voir maintenant que, donc l'idée c'est qu'il n'a qu'à résister à tout ça. On va voir maintenant donc, que les pratiques propres au numérique, eh bien, elles forcent l'adoption des machines et des usages et elles encouragent les achats par des stratégies bien précises. Alors la première, elle est vieille comme le commerce ou l'industrie, c'est la publicité. Et je voudrais en dire un mot quand même, elle n'est pas propre au numérique, mais je voudrais en dire un mot quand même parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu sur notamment les cadeaux. Les publicités, vous avez dû remarquer, les publicités pour les objets numériques, elles arrivent beaucoup à Noël. Et effectivement, comme les enfants sont déjà bardés de multiples appareils, eh bien, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Et donc là, un nouvel objet arrive et les pubs fleurissent à Noël. Donc, je voulais insister là-dessus, s'il y a des parents et des grands-parents dans l'assistance, en se souvenant que offrir un objet connecté, un appareil, un téléphone, etc., donc c'est offrir l'objet qui trimballe tout son sac à dos écologique et qui en plus est connecté à l'iceberg qui va fonctionner en aval donc, de cet objet. Autre stratégie donc, la plus propre au numérique, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est le système des obsolescences, donc les obsolescences matérielles. On entend parler de l'obsolescence programmée. Donc, dans le numérique, elles peuvent être donc, soit matérielles, le matériel ne fonctionne plus, mais bien souvent, elles sont plutôt logicielles, c'est-à-dire qu'une génération de logiciels ne peut plus s'installer sur les nouvelles machines et donc oblige à changer de machine. Et il y a aussi l'obsolescence psychologique qui fait qu'un appareil d'ancienne génération est très vite dévalué aux yeux de son utilisateur et c'est has-been de ne pas avoir le dernier iPhone. Vous connaissez ça sans doute par cœur. Et donc, voilà, on a bien 3 types d'obsolescence qui conditionnent l'adoption et l'adoption de l'idée de racheter du matériel. Autre effet qui explique ces usages inflationnistes, c'est ce qu'on appelle l'effet de filet. Donc, Amazon et Apple ont été les pionniers en la matière. C'est l'idée d'enfermer l'utilisateur dans un écosystème de matériel et de logiciels afin qu'il ne puisse plus en sortir. Voilà. Et donc d'associer un matériel avec un système d'exploitation, donc Windows en l'occurrence, et en plus de mettre des amorces dans la machine pour adopter Norton et bien sûr d'inciter à utiliser la suite Microsoft Office, mais aussi de créer un compte Microsoft et aussi d'utiliser OneDrive. Donc tout est en place dans la machine pour créer ce qu'on appelle un filet autour de l'utilisateur. Pour ce qui est d'Apple, ça va être d'empêcher de créer par exemple une connectique qui n'est pas standard avec les autres appareils. On ne peut pas brancher n'importe quel casque, n'importe quel chargeur, etc. Et puis, les autres grands acteurs, donc des GAFAM, s'y mettent aussi, puisque Google, avec le système Android, crée aussi cet effet de filet dans les smartphones. Amazon aussi avec l'enceinte connectée. Et puis Facebook, puisque Facebook donc, est présent partout, tout simplement, dans les téléphones et on peut s'inscrire sur d'autres plateformes avec son compte Facebook, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de filet, qui fait que ça va être coûteux de sortir d'un système, en fait. Et donc, on se laisse enfermer petit à petit, on se laisse prendre. Autre facteur qui fait que l'utilisateur n'est pas forcément le principal responsable dans le fait de se laisser embarquer dans des usages inflationnistes, c'est ce qu'on appelle la captologie. Donc, c'est la façon de concevoir les applications et les interfaces par les concepteurs, notamment des réseaux sociaux, qui
permettent donc de capter l'attention ou de la récupérer en s'appuyant sur différents fonctionnements cérébraux. Donc, il faudrait une autre heure de conférence pour aborder cette thématique, donc je n'ai pas insisté. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le documentaire de Netflix qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée ». Donc, voilà une face de la médaille. Nos enfants rivés à leur smartphone parce que captés par des techniques de conception d'interface qui les capturent. Et le revers donc de cette médaille, enfin pas le revers, l'autre face de cette réalité, c'est que le modèle économique de la plupart des acteurs du numérique, maintenant la quasi-totalité des acteurs du numérique, c'est la collecte de données. Et donc ici, on peut voir à l'intérieur, enfin plutôt donc dans ces gros paquets bleus, tous les acteurs qui cherchent à collecter les données et qui les utilisent en les stockant donc, dans ces fameux data centers qui vont ensuite mouliner pour vous profiler et profiler donc, les utilisateurs. Donc, on a les acteurs donc, de plateforme, les acteurs de la télécommunication, donc ceux qui fabriquent les téléphones, les acteurs des médias, ici, les acteurs du commerce de détail, mais aussi donc, les acteurs du secteur public et les acteurs financiers donc, qui collectent des données. Et donc, la captologie vise à maintenir les utilisateurs dans les plateformes, dans une guerre de l'attention. C'est ce qu'on appelle aussi l'économie de l'attention. Une guerre donc pour l'attention des utilisateurs. Et tant que j'y pense d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu cela, mais en ce qui concerne la voiture autonome, il est explicitement dit donc, par les promoteurs des véhicules autonomes que ça va servir aussi à libérer du temps d'attention et à libérer du temps pour fréquenter donc, les contenus, les médias et donc permettre la collecte des données. Voilà, donc on a donc notre utilisateur qui, pour des raisons dont il n'est pas forcément responsable, se retrouve dans une situation de vie, de mode de vie numérisé complètement. Puisque si on rajoute à tout ce dont j'ai déjà parlé, le e-commerce, mais aussi la e-administration et la e-formation et les e-services, eh bien, donc on se retrouve dans une vie qui est entièrement numérisée et dans une situation que Fabrice Flippo appelle le lock-in, c'est-à-dire un blocage socio-technique qui fait qu'on ne peut plus faire autrement. On ne peut plus faire autrement dans un système qui s'est construit autour de nous et qu'on n'a pas forcément choisi. Il suffit de s'imaginer en ce moment, c'est sûr là c'est le confinement, mais hors confinement, une heure sans Internet, une heure avec l'ordinateur, une panne, une mise à jour, ça peut complètement bousculer ce qu'on est en train de faire et ça peut être dramatique. Et donc, cette situation, vous l'avez compris, elle est le fruit, elle est le résultat d'acteurs de la numérisation de nos modes de vie. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que c'est le résultat d'une numérisation et que c'est le résultat de logiques de marché extrêmement puissantes et que l'intention de ces marchés, ce n'est pas du tout la transition écologique. Mais il faut le savoir pour ensuite s'attaquer au mammouth. Donc voilà, des géants qui ne demandent qu'à croître. Il n'y a aucune raison que leur modèle économique ne soit pas basé sur la croissance des données échangées et la croissance des objets vendus. Alors, d'ailleurs, le rapport du Shift, dans les 3 piliers pour la construction d'une sobriété numérique, le deuxième pilier, c'est
inventer des modèles économiques compatibles avec la diminution des impacts pour les opérateurs, pour les services et pour les fabricants. J'ai envie de dire quelle bande de révolutionnaires ce Shift Project, puisque voilà ce qu'il prône, rien de moins que de changer le modèle économique qu'on vient de décrire à l'instant. Bien, alors maintenant, donc, fort de ces informations, de ce background sur la compréhension donc, de notre écosystème numérique, on va pouvoir s'attaquer à la question de la réduction de l'empreinte du numérique, donc en gardant en tête la couche matérielle, les acteurs, les modes de vie numérisés et comment donc s'attaquer à tout ça. Alors, avant de passer en revue les différentes pistes, les différents leviers, il faut poser un enjeu comme un enjeu parent de tout ça. La matrice de cette question-là, c'est la volonté sincère et réelle de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet objectif ne fait pas partie d'un projet, ce que je veux dire, c'est que la réduction de l'empreinte écologique du numérique ou du reste, elle ne peut pas arriver de façon fortuite, elle ne peut pas arriver au passage ou par chance ou comme conséquence logique d'un projet d'une autre nature. Et donc, elle ne peut arriver que si l'intention est de se poser la question donc, de l'empreinte et de sa réduction. Alors, avant donc de commencer, il faut bien comprendre, moi c'est quelque chose qui m'a échappé longtemps, la différence entre l'efficacité énergétique et la sobriété. Donc l'efficacité énergétique, elle est relative à la quantité de matière et d'énergie nécessaire pour un usage. Mais l'efficacité énergétique ne parle pas, ne traite pas la quantité d'usage. Or, on a vu que c'était le nerf de la guerre. Alors que la sobriété, elle questionne la nature des usages, leur volume et les usages eux-mêmes dans le but de limiter la quantité de matière et d'énergie nécessaire à un secteur d'activité. La sobriété, elle a trait au mode de vie et à leur construction. Ça veut dire qu'elle ne repose pas juste sur des changements de comportement individuels, puisqu'on a vu que les consommateurs, les utilisateurs ne sont pas juste une somme d'individus qui décident de ce qu'ils vont faire. Et elle a trait aussi au sens de l'histoire, c'est-à-dire elle a trait à la question de est-ce qu'on poursuit une trajectoire telle qu'elle s'impose dans nos sociétés ou est-ce qu'on décide d'aller ailleurs? Cette question du sens de l'histoire, elle est complètement contenue dans la fameuse petite phrase de Macron sur les Amish, à savoir dire refuser la 5G, c'est être un Amish, c'est dire la 5G, elle est dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est la 5G et ensuite ce sera la 6G. Le sens de l'histoire, c'est l'innovation. Or, c'est un discours qui est en contradiction avec d'autres discours qui vont à l'inverse, puisque les accords de Paris ou la stratégie nationale bas carbone qui dit qu'il faut diviser par 6, elle remet en cause la trajectoire économique carbonée et couplée à la hausse du PIB mondial. Et donc, on a ce double discours qui cohabite au sommet de l'État, on va dire, qui est complètement en contradiction. Mais bon, voilà, c'est l'idée de dire qu'à un moment donné, ben non, c'est pas parce qu'on peut faire de la vidéo 4K après l'HD qu'il faut faire de la vidéo 4K. C'est pas parce qu'on peut faire aussi de la vidéo 8K qu'il faut le faire. Voilà, donc c'est cette idée-là. Autre notion qu'il faut avoir en tête avant de voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la notion d'effet rebond. Donc,
l'effet rebond, c'est quoi? C'est le fait, c'est vraiment un truc tordu, c'est le fait que la baisse des coûts ou des gains d'efficacité énergétique dans un usage ne conduisent pas à une diminution globale de la consommation énergétique. C'est-à-dire que si on a une meilleure efficacité énergétique pour un usage ou pour un appareil, on a une baisse des dépenses et que l'argent va se reporter sur autre chose, provoquer d'autres consommations de biens et d'énergie, et ça annule le gain énergétique espéré, et même ça accroît la consommation énergétique globale. Voilà, donc attention, donc de ne pas comprendre l'effet rebond comme, encore une fois, c'est la faute à ces imbéciles de consommateurs qui ont économisé de l'énergie en éteignant leurs appareils la nuit, et puis avec les sous, ils vont s'acheter un quad. C'est bien malin. Non, hein, donc ce n'est pas ça l'effet rebond, c'est vraiment quelque chose de structurel, parce que c'est un mécanisme qui est éminemment involontaire et global, parce que piloter sa consommation d'énergie au quotidien, ce n'est pas facile pour un ménage, ce n'est pas du tout facile non plus pour une organisation, mais en tout cas, c'est un constat qui est toujours vérifié, qui a toujours été vérifié dans l'histoire énergétique du monde. Le concept date de la fin du 19e. Donc, la conséquence, c'est que quand on prétend réduire l'empreinte écologique d'un usage ou d'un territoire, eh bien, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait des gains? Parce que si on ne se pose pas cette question, ils risquent de se porter sur un emploi carboné qui va donc annuler les efforts faits. Et c'est une raison aussi pour laquelle il vaut mieux aller vers la sobriété que vers l'efficacité. Alors, première proposition, donc, pour déployer donc, la sobriété numérique, c'est d'examiner avec attention et raisonnablement toutes les promesses dites SMART. Donc, je rappelle, hein, le SMART, c'est l'ampoule connectée qui permet de piloter sa consommation énergétique. Donc, ça vaut pour une famille, une collectivité, etc. Donc, vous le savez maintenant, face à une promesse SMART, un dispositif SMART, il faut examiner l'iceberg et le sac à dos énergétique. Il faut mesurer le gain énergétique réalisé grâce à cette solution SMART. Et si gain énergétique il y a, utiliser cet argent donc sur une activité soit décarbonante, soit décarbonée, pour développer une activité décarbonée. En tout cas, mettre en balance le coût environnemental d'une solution avec son opportunité pour la transition énergétique. Alors, cette affaire-là, cette évaluation-là, sachez, si jamais vous avez envie de vous pencher dessus, et si vous, dans le cadre notamment d'une organisation, d'une entreprise ou autre, que donc le rapport du Shift déployer la sobriété numérique est vraiment, c'est plus qu'un rapport, hein, c'est carrément un manuel pour le faire, avec une méthode, une méthodologie d'évaluation de l'empreinte écologique par rapport aux gains. Donc, vous pouvez vous y reporter si vous en avez besoin. Bien. Autre dispositif que l'on peut examiner, c'est la 5G. Donc, appliquons notre grille de lecture à l'exemple de la 5G et faisons ce que raisonnablement il aurait dû être fait au moment où, dans le débat public, la préoccupation écologique pour la 5G est arrivée dans le paysage. Donc, si on regarde sur ce schéma, ce petit chemin de bas en haut, on voit ce que promet la 5G. Donc, l'industrie du futur, robotique, pilotage à distance, automatisation, la ville intelligente, maîtrise énergétique, sécurité publique, territoire connecté, les transports, voitures autonomes, système de transport intelligent,
Les médias et divertissements, vidéo ultra HD, réalité virtuelle, médias immersifs intégrés, c'est les lunettes 3D, etc. Et la e-santé. Appliquons notre grille à ces promesses du point de vue des terminaux dans notre industrie du futur. Ça veut dire une multiplicité de modules connectés au sein du fonctionnement de l'entreprise, des capteurs de données, en fait, c'est des machines qui commandent d'autres machines et des échanges de données donc, dans ce fonctionnement. Pour la ville intelligente, c'est le smart, je viens d'en parler. Pour les transports, la voiture autonome, ben elle va être aussi bardée de capteurs et d'émetteurs de données. Et pour les médias et divertissements, il faut des nouveaux téléphones 5G pour y accéder. Bien. Deuxième couche, donc là c'est la couche des terminaux. Deuxième couche de l'iceberg, les infrastructures. Je vais faire la deuxième et la troisième en même temps. Donc, pour l'infrastructure réseau de la 5G, c'est un nouveau parc d'antennes. Pour la partie data center, c'est là qu'on a un problème avec la 5G. Tout à l'heure, je vous ai montré la liste des efforts réalisés ou affichés par l'industrie du numérique en termes d'énergie. Et il y avait les data centers. Les data centers ont été désignés à un moment donné de la préoccupation environnementale sur le numérique de mauvais élèves, très consommateurs, plein de data centers, ils chauffent à mort, il faut les refroidir, etc. Ensuite, on a dit, ah ben non, attention, le data center, finalement, c'est le bon élève dans l'histoire. Et si je vous remontrais notre camembert de tout à l'heure, effectivement, par rapport aux terminaux, le data center est plutôt efficace énergétiquement, peu émetteur de gaz à effet de serre proportionnellement, et en plus, il s'améliore énormément. Notamment les data centers qu'on appelle hyperscale, c'est-à-dire qui permettent de réaliser des économies d'échelle quand les entreprises donc, délocalisent leur stockage de données dans ces data centers. Bon. Donc, on a plutôt une amélioration de ce côté-là. Or, la 5G, qu'est-ce qu'elle amène dans le paysage? En fait, le principe de la 5G, en ce qui concerne les transports, l'industrie et les villes intelligentes, c'est donc que les systèmes concernés réagissent tout de suite. Une voiture autonome, on est bien d'accord qu'il faut absolument qu'elle calcule immédiatement une trajectoire. Et ça, ce n'est possible que si les data centers sont rapatriés, donc les serveurs qui calculent, qui font tous les calculs nécessaires à cette intelligence et à cette autonomie, les data centers doivent être rapatriés donc plus près des antennes, relais. Et donc, c'est ce qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire multiplication de petits data centers donc à proximité des systèmes concernés. Donc, l'effort des infrastructures, d'un côté, il est complètement remis en cause par l'apparition de la 5G. Et maintenant… il est déjà 7h20, 24. Oui. Il faudrait que tu passes à la conclusion, qu'il y ait des questions derrière, Viviane. D'accord, ça marche. Et donc, du côté donc, des usages, on peut s'interroger sur est-ce que collectivement, c'est ce dont on a envie, des industries automatisées avec des robots commandés par d'autres robots, des machines, l'automatisation du travail. Du côté des transports, est-ce que collectivement, on a décidé que la voiture autonome, ça la devait advenir? Voilà. Bien. Donc, une grille de lecture pour examiner les promesses, c'est déjà un pas vers la sobriété. D'autres propositions, donc maintenant je vais aller plus vite, c'est plus localement cette fois, ne pas numériser ce qui ne l'est pas encore et dénumériser ce qu'il est déjà et qu'on peut dénumériser. Je pense notamment à l'école. Est-ce qu'une forêt d'ordinateurs dans la classe, c'est vraiment favorisant
pour l'apprentissage qui repose sur l'interaction entre êtres humains. Individuellement, c'est vraiment appliquer la grille, hein. Avoir l'état des lieux en tête, les machines, où est-ce que je peux agir, rester sourd aux sirènes de l'obsolescence, de la publicité, etc. Mes machines, j'en prends soin, je prends des machines d'occasion, je répare mes machines, je dénumérise mon attention, je ne vais pas vers de nouvelles applications qui coloniser mon attention, je dénumérise mes activités et pour les données donc, dont je suis responsable, et ben vous avez vu, donc c'est vraiment la vidéo qui est le poste le plus important. Donc, moins de vidéos en basse résolution. Voilà pour l'individuel. Collectivement, donc il s'agit de faire avancer des idées et des cadres. Je passe vite là-dessus parce que je veux terminer sur l'idée la plus forte en termes de mise en place donc de la sobriété. C'est l'effet de réseau. Alors l'effet de réseau, il est au cœur en fait de l'usage. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans ma fabrique de l'usage, et pourtant il y est. J'ai plutôt parlé d'initiatives d'acteurs marchands qui viennent emprisonner les utilisateurs. Mais en fait, l'usage se construit aussi de proche en proche, de façon horizontale, entre les utilisateurs qui font petit à petit réseau. C'est l'idée qu'au départ, quelqu'un qui a un téléphone portable, hein, dans les années 90, c'était plutôt une curiosité. Et puis, petit à petit, de plus en plus de gens ont eu un téléphone portable. Et donc, c'est devenu intéressant d'en avoir un parce que tout simplement, les utilisateurs du téléphone portable ont fait réseau. C'est pareil pour la voiture. Plus de gens ont de voitures, plus le territoire se structure autour de la voiture et plus il devient intéressant de la prendre et coûteux de faire autrement. Donc, c'est l'effet de réseau. Donc, et là, ce que je veux proposer, enfin, ce que Fabrice Clipos et son idée forte dans son bouquin propose, eh bien, c'est justement que mettre en place la sobriété, c'est proposer des contre-réseaux. C'est l'idée qu'on pourrait avoir, par exemple, sur une AMAP, plus dans le domaine du numérique, dans le domaine de la consommation locale. On peut imaginer donc, qu'au départ, le créateur de la première AMAP, c'était un héros courageux qui n'a pas fait beaucoup d'émules, et puis petit à petit, l'AMAP s'est étendue grâce à un point de livraison dans un quartier, puis dans un autre quartier, et puis un réseau d'AMAP s'est créé, et puis des restaurants qui privilégient l'alimentation locale se sont greffés et ont pu faire réseau également grâce au réseau des AMAP. Donc voilà ce que c'est que l'idée de faire réseau et de construire du coup un usage. Ce que j'aime bien dans cette définition, c'est donc plus le nombre d'usagers est élevé, plus chacun tire profit de sa participation au réseau. Donc on n'est pas sur la diffusion d'idées là, on est sur la construction d'activités et d'usages. Et donc c'est l'idée que plus il y a de monde dans ce réseau, plus c'est facile et moins c'est coûteux, eh bien, d'adhérer à des contre-modèles. Lundi, hein, donc ce lundi, les shifters de Nancy ont rencontré une structure qui s'appelle Kepos et qui est une coopérative d'entreprises à laquelle adhèrent des très petites entreprises. Et elles ont pour objectif la mutualisation, l'interexpertise, bref, de former réseau autour de la transition écologique. Et en plus, Kepos, c'est un incubateur pour des nouvelles très petites entreprises. Et donc, autour donc, de ces entreprises, il y a un réseau de clients de ces entreprises. Et puis, il y a une superposition de ce réseau Kepos avec d'autres réseaux de la transition écologique à Nancy, autour du florin, par exemple, la monnaie locale du florin, qui permet aux consommateurs de voir les acteurs avec lesquels il veut faire commerce. Et donc, les shifters voilà, ont rencontré Kepos et peut-être que vont faire réseau avec Kepos, peut-être en apportant une expertise, etc. Et Kepos a un projet avec une municipalité. Et donc, peut-être que de proche en proche, elle aura des projets avec d'autres municipalités. Donc, c'est cette idée d'une propagation
de l'usage dans un réseau, donc pour construire un autre usage en fait. Et pour diffuser la sobriété numérique, donc construire un contre-usage, c'est vraiment vers ça, je pense, qu'il faut aller. Et donc, voilà, ça, je l'ai déjà dit en long, en large et en travers. Donc, pour conclure, hein, je dirais que la transition écologique, la sobriété numérique, c'est un travail. Hein, et qu'il s'agit donc de phosphorer ensemble pour construire cette sobriété. Voilà une activité décarbonée et décarbonante dans laquelle il est temps de s'investir et d'investir. Et j'aimerais que cette conférence éventuellement soit juste un point de départ si nous pouvons ou nous devons faire réseau ensemble, peut-être avec une commune ou avec une école ou une petite entreprise. Voilà. Merci, tu as terminé, Viviane, merci beaucoup. J'ai terminé. Merci, bien écoute, c'était très complet. Toutes ces explications, on a encore envie de te poser pas mal de questions. Donc, je vais arrêter le partage. On se retrouve si vous voulez rebrancher votre vidéo pour qu'on puisse se voir. Alors déjà, Maxime, est-ce qu'il y a des questions qui ont été mises sur le fil qui pourraient être déjà posées à Viviane? Oui, alors il y a eu pas mal de questions, de réactions pendant la conférence. Alors je vais essayer de les synthétiser un petit peu. Alors il y a eu des échanges concernant le Bitcoin. Alors tu n'en as pas parlé, Viviane, mais c'est vrai qu'il y avait des questions un peu là-dessus. Il y a eu des réactions sur la sobriété, sur l'efficacité, qu'est-ce qui était le mieux. Enfin, il y a eu des échanges. À la fin, on s'arrive plutôt à la conclusion de les deux, c'est très bien. Il y a eu des réactions sur l'effet rebond, des questions sur Malthus. En gros, Malthus, c'est plus de sobriété, en fait. Il y a eu des réactions pour dire que c'était un sujet qui était assez complexe aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as déjà une réaction sur Oui. ça. Alors, effectivement, le Bitcoin fait partie, enfin, les monnaies, la technologie de la blockchain fait partie des technologies émergentes et extrêmement gourmandes en calcul. Alors, je n'ai pas les chiffres hein, des trajectoires sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, mais c'est énorme. C'est énorme. Je confirme. Par rapport à la comparaison entre efficacité et sobriété, donc l'efficacité, oui, à condition d'éviter l'écueil de l'effet rebond, c'est-à-dire que le gain opéré, donc identifié dans un système dans lequel on a mis en place une meilleure efficacité, soit investi dans du décarboné ou du décarbonant. Ce n'est pas la peine de faire des gains énergétiques au niveau bâtimentaire dans une commune si c'est pour acheter un parc de tablettes à toutes les maternelles de la commune derrière. Voilà. Sauf si la communauté éducative de la ville de Nancy a discuté pour dire que oui, mettre une tablette dans les mains des enfants en classe, c'était vraiment ce qu'il fallait pour favoriser leur apprentissage. Voilà ma réaction là-dessus. Merci. Du coup, maintenant, je propose qu'on puisse échanger directement. Ceux qui veulent poser leurs questions puissent les poser à l'oral directement. Il n'y a pas de main levée, donc qui veut poser une question peut le faire. Je vous ai saoulé. Alors, est-ce que moi, je vais peut-être poser la première question. Alors, peut-être, quand j'envoie des mails, est-ce qu'il vaut mieux envoyer un mail ou est-ce qu'il vaut mieux téléphoner ou, on essaie de trouver la bonne pratique maintenant parce qu'on dit qu'on envoie trop de mails, on téléphone peut-être trop. Est-ce qu'on a le poids de chacun de ces gestes qu'on fait? Oui. Donc, parmi la nature, donc dans les différentes natures des données échangées, le texte, c'est celui qui pèse le moins. Ensuite vient le son, l'image fixe et la vidéo. Donc, les efforts sur la quantité de mails, c'est sûr que, comme tous les petits gestes, si on les prend en cumulé, c'est important. Et il faut savoir en plus qu'un mail envoyé, il est stocké dans plusieurs serveurs. Le serveur d'envoi, le serveur de réception. Il est copié plusieurs fois, plus dans votre machine à vous. Donc, limiter les échanges de données, c'est toujours intéressant.
Mais vraiment, le gros poste, c'est la vidéo. La vidéo et en particulier la vidéo en streaming. C'est-à-dire qu'une vidéo en streaming, c'est quoi? C'est un fichier qui arrive en plein de petits morceaux jusqu'à votre machine et votre machine est obligée de faire donc des calculs très compliqués pour que ces petits paquets se transforment en un flux vidéo que vous